peu d'ambiance de Noël pour vous capter au début de la vidéo face à ce sujet qui vous intéresse, je sais. Aujourd'hui, l'art contemporain. Je sais, c'est chiant, c'est incompréhensible, c'est de la branlette, mais aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Je ne suis pas une spécialiste, je n'ai pas la science infuse, et si vous n'êtes pas toujours d'accord pour les plus intéressés d'entre vous, c'est normal, car c'est un sujet très complexe. L'idée est juste d'en parler calmement dans les commentaires bien sûr. Moi, mon rôle, c'est juste de vous donner quelques notions pour que la prochaine fois que vous entendiez ce mot, vous ne soyez pas rebuté et que vous le compreniez un peu plus. Et si vous n'êtes pas en études d'art et que j'arrive à faire ça, ça aura été mon achievement YouTube de 2018. Oui, j'ai des achievements YouTube, et alors ? On va d'abord remettre les choses au clair dans la définition, car j'en ai marre d'entendre art moderne pour désigner l'art d'aujourd'hui. Ce n'est pas de l'art moderne, c'est de l'art contemporain. L'art moderne, dans mes cours d'histoire de l'art, ça désigne les productions artistiques de la Renaissance au XVIIIe siècle. Et pour d'autres, c'est l'art de la fin du XIXe jusqu'au début du XXe siècle. Donc moderne, c'est hyper ambigu comme définition, alors oubliez-le. Dans le sens plus général, l'art contemporain désigne l'art en vogue en rapport à quelqu'un. Genre, on va dire que l'art de la Renaissance est contemporain à Michel-Ange. Vous voyez ? C'est un mot qui permet de désigner l'art dont on n'a pas encore donné d'étiquette ou de catégorisation car on n'a pas assez de recul. L'art contemporain désigne donc l'art de 1945 à aujourd'hui. Alors, vous allez me dire que 1945 c'est pas contemporain de nous, mais à l'échelle de l'histoire, 70 ans c'est rien du tout. Et pour l'art c'est pareil, sachant qu'en plus les types de productions artistiques et la notion même d'artiste s'est élargie ces dernières années. Cette définition de contemporain est notamment apparue lorsque les pouvoirs publics ont commencé à soutenir et promouvoir l'art des années 80. On a notamment les années Langue, mais avant cela, Georges Pompidou avait déjà créé son centre d'art contemporain. Donc voyez, ça remonte loin cette histoire. Et puis aujourd'hui, on a des résidences d'artistes, c'est-à-dire des endroits où les artistes logent pendant un temps pour créer des œuvres en lien avec le monument par exemple, parce que cela se fait beaucoup dans les monuments historiques. Et puis on a les FRAC et les fonds régionaux d'art contemporain qui, comme son nom l'indique, sont des institutions créées pour que les régions gèrent les fonds d'art contemporain et qu'il n'y ait pas que l'État qui s'en occupe. Bref, l'art contemporain, difficile de vous en parler comme je l'ai fait dans ma première vidéo. Je n'ai pas assez de recul sur les choses pour vous présenter des courants, des artistes, et c'est tellement bordélique que ça en deviendrait vite barbant. Alors je préfère plutôt faire cette vidéo autour de questions que les gens peuvent se poser et que moi-même je me suis posée. Ce seront des questions plutôt à l'origine de personnes ayant déjà un peu côtoyé de l'art contemporain, que ce soit dans des châteaux, des musées, des villes, ou bien évidemment sur Internet. Mais pourquoi on comprend jamais rien à l'art contemporain ? C'est vrai que quand on voit ça, il y a de quoi s'interroger. Eh bien le souci avec l'art contemporain, c'est que pour les non-initiés, et même ceux qui comme moi ont fait l'histoire de l'art pendant 3 ans, tout cela est bien abstrait. Quand on voit art contemporain, on imagine tout de suite ce genre d'œuvre incompréhensible avec des explications à la mormoineux qu'on te sort parce que tu comprends, l'artiste a voulu représenter le monde à sa façon, alors que toi tu vois juste un putain de cube de béton. En fait, cela remonte bien avant 1945 avec la fameuse Fontaine, ou urinoir, de Marcel Duchamp. Je dis la fameuse car plein de gens la citent en exemple pour dire à quel point l'art contemporain c'est de la, je cite, branlette intellectuelle. Dommage car quand on se renseigne un peu, on passe à côté du message de Duchamp qui a créé le mouvement Dada. Dada, c'est un mouvement artistique dont j'ai déjà parlé dans mon premier épisode et qui a été le véritable bouleversement de l'art. En effet, on est en post-première guerre mondiale, les gens sont bien traumatisés et l'art se renouvelle beaucoup à partir de cette période, où la vision du monde a complètement changé pour les artistes. Marcel Duchamp est alors membre de la Society of Independent Artists à New York qui veut organiser une exposition ouverte à tous, sans prix ni jury. En gros, on accepte tout quoi. Donc Duchamp a voulu les tester en envoyant cet urinoir signé d'un pseudonyme qu'il a créé, Richard Mutt. Bien évidemment, les membres du comité le refusent car ils le trouvent moche, et comme Duchamp avait déjà été censuré pour une œuvre qu'il avait faite, Nu descendant l'escalier numéro 2 qui pour le coup est une vraie œuvre qu'il a faite pour voir comment on pouvait représenter le mouvement, un peu à la manière du cinéma mais sur peinture quoi, et le fait qu'on ait encore refusé, c'était pour montrer qu'en fait ces gens qui se disent ouverts d'esprit ne le sont en fait pas du tout, puisqu'ils censurent ce qui ne leur plaise pas alors que c'est exactement le contraire qu'ils promulguent. Du coup il en a fait un gros scandale en disant que c'est une véritable œuvre d'art juste pour montrer l'ironie de la situation, sauf que c'en est vraiment devenu une. Et c'est là que l'on part dans un travers qui est un inverse du problème. Maintenant on est peut-être un peu trop ouvert d'esprit, ce qui fait que le concept dépasse trop l'œuvre en elle-même.
Duchamp l'avait fait en tant que critique, pas dans un but de concept artistique, car il en avait même pas partagé. Donc on tombe dans des interprétations cheloues, rendant les œuvres d'art contemporain totalement inaccessibles pour certaines, et oui, on se fait souvent la réflexion que moi aussi je pourrais faire ça, il y a aucun travail derrière, et un enfant de 5 ans pourrait dessiner ça. Là est le problème, le concept dépasse souvent l'œuvre, et donc on ne comprend pas comment un carré blanc sur fond blanc, par exemple, puisse être une œuvre d'art. Mais si vous en parlez aux gens qui aiment l'art abstrait et conceptuel, ils vous diront à quel point c'est génial. Avec la grande liberté dans la création, l'étendue de l'art au-delà des limites de l'art plastique et l'importance de l'idée, un fossé se creuse de plus en plus entre le public et l'œuvre. La médiation est donc très importante pour pouvoir trouver de réelles petites pépites, qui elles par contre valent le coup d'être vues. Parfois, même quand le concept dépasse l'œuvre, cette dernière peut parler et les gens peuvent avoir leurs propres interprétations, ce qui peut être aussi très cool. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de l'hyper-réalisme, notamment dans ma vidéo sur les scandales dans l'art. Le hymne de Catalan n'a aucune explication, pourtant il frappe tout de suite le spectateur parce qu'il s'agit quand même d'Hitler. Pas besoin qu'il débatte son discours pour que les gens n'y voient pas un sens tout seul comme des grands, parce que ça leur parle. Pourquoi il y a autant de performances ? Ah, les performances ! Je crois que c'est ce que les gens montrent et citent le plus pour dire à quel point l'art contemporain est perché, et parfois il a de quoi. Et oui, on pense à cette femme montrant sa vulve devant l'origine du monde, celle qui marche sur du beurre ou encore celle qui pond des œufs. Oui, je ne cite que des femmes parce que bon, c'est celle qu'on voit le plus. Alors oui, dans un sens, on peut dire qu'elles font bien ce qu'elles veulent et qu'on peut appliquer un message militantiste derrière. Attention, je suis pas là pour les juger. Mais vraiment, était ça la manière la plus évidente, simple et efficace de le faire pour se faire comprendre ? Là est la question de la performance. Bon alors déjà c'est assez compliqué à définir une performance. Mais son intérêt pour les artistes c'est le fait qu'elle ne soit pas éternelle. C'est pas vraiment une œuvre en fait, c'est le fait de faire une action, donc temporaire, et qui ainsi ne laisse pas de traces, à part peut-être des photos ou des vidéos. On revient toujours à la même chose, la transgression de l'académisme et d'un art seulement sous la forme d'objets. On veut revenir en gros à la vie, et aux gens. Dans un premier temps, on a les happenings dans les années 50-60, donc c'est une action réalisée par des artistes, aussi parfois par le public lui-même, et très souvent improvisée. Mais il y a aussi les installations. Au Palais de Tokyo en 2017, Abraham Poincheval avait décidé de vivre dans un espace confiné pendant plusieurs semaines, et le public pouvait aller le voir, parce qu'il couvait des œufs. Bon alors c'est une bonne action, qui êtes-vous pour juger ? Moi je trouve ça rigolo. Bref. Sinon, une performance peut être documentée, à l'écart du public, et peut être aussi beaucoup plus longue. Taking Sie, qui est ici prononcé avec un accent très approximatif, est un peu fou dans sa tête et pousse la performance jusqu'au bout, c'est-à-dire pendant 1 an. Et ça, que ce soit de s'attacher à quelqu'un, s'enfermer dans une chambre, dans une galerie, vivre dans la rue, ou se photographier toutes les heures. Pour la dernière, je dis qu'il est inhumain parce que moi, marmotte que je suis, je tiens une nuit et après je dors 23 heures. Bref. On est là pour avoir un contact direct avec la vie, notamment parce que l'artiste se met en scène, voire même consacre carrément une partie de sa vie à un concept. Les performances sont bien évidemment là pour apporter une réflexion sur le monde avec des thèmes courants, le temps, la vie, la mort, la richesse, la pauvreté, la guerre, etc. Et plus spécifiquement le féminisme, comme je vous expliquais avec les Gender Studies dans ma dernière vidéo sur les femmes dans l'art. Et donc encore une fois, les performances peuvent être là pour choquer. Et tout ça donc pose une autre question. Pourquoi l'art contemporain amène souvent des scandales ? L'art contemporain aime choquer et provoquer des scandales, et ce pour une raison très simple que vous avez dû déjà comprendre. Comme les artistes veulent ébranler les gens et casser les codes académiques classiques, le plus simple pour faire passer un message, c'est de choquer. Et puis dans la conception de l'art en général, on pense souvent que si les gens sont scandalisés au premier abord, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Genre Michel-Ange était incompris car les gens étaient choqués par les gens à poil dans son jugement dernier. Mais aujourd'hui, on reconnaît son talent. Et bien dans la conception de l'art contemporain, c'est pareil. Oui, c'est presque prétentieux, mais c'est ce que beaucoup de théoriciens et d'artistes affirment. Prenons un exemple, Marina Abramović. Et oui, je sais, vous en avez marre d'elle, mais elle a tellement de performances différentes. Elle a une belle imagination et c'est pour ça qu'elle est devenue mon cobaye. Bref, en 1997, elle réalise Balkan baroque. Elle est alors habillée de blanc, assise sur un amoncellement d'os bovins recouverts de sang et de chair, et pendant plusieurs jours de performance, elle les nettoie un à un. Dois-je expliquer pourquoi ça a fait scandale ? Eh bien oui, car ce n'est pas seulement la mise en scène qui choque, ce qui a choqué c'est la portée symbolique de son œuvre, qui est là pour dénoncer les massacres des guerres yougoslaves dans les Balkans qui se déroulaient à ce moment-là, et un sujet donc très épineux. Je sais, les gens véganes et végés, vous êtes totalement perdus et choqués, bon, dites-vous que c'était il y a 20 ans déjà, et puis avouons que là, on s'en souvient de la performance, hein. Si Marina s'était contentée, je ne sais pas moi, de se peindre en rouge avec une pancarte marquée « La guerre c'est mal », bon bah on l'aurait juste ignoré en disant qu'elle était ridicule. Ici, le choc et la violence de l'œuvre sont là pour rappeler une violence que les gens oublient. Donc oui, l'art contemporain qui choque, c'est devenu un peu un classique pour que l'artiste fasse passer son message, mais surtout, fasse parler de lui.
Et ça peut aussi avoir une réelle utilité en sensibilisant le public. Alors comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les scandales dans l'art, décidément celle-ci est un résumé des précédentes, c'est surtout parce que l'artiste ose faire passer des messages sensibles avec des moyens qui choquent. Après, ça peut aussi servir à choquer pour choquer, notamment par l'humour. Je vous conseille les très bonnes vidéos d'Arte, l'art scandale, qui décortique un peu tout ça. Et puis dites-vous que les critères sont pas les mêmes. Au XVIIe siècle, ça choquait. Parce que bon, oulala, regardez cet ange qui se pose de façon désinvolte et presque sensuelle auprès d'un apôtre à la posture rustre. Et aujourd'hui, pour choquer, tu fous un ballon gonflable à Versailles. Oh là là, Jeff Koons, cet artiste si subversif. Non, je n'aime pas Jeff Koons et c'est l'occasion de vous en parler pour la prochaine question. L'art contemporain, ça coûte hyper cher. Mais pourquoi ? C'est sûr que quand tu vois le prix exorbitant de l'art contemporain aujourd'hui, ça questionne. Et oui, c'est le problème plus global du marché de l'art. Quand tu as un nom connu sur une œuvre, les prix flambent. Le fameux Salvador Mundi de Vinci dont je vous ai parlé, qui est l'œuvre la plus chère vendue à ce jour, ça faisait combien de temps que les gens l'avaient oublié? Combien de temps qu'on pensait que c'était un copiste qui l'avait réalisé et donc elle ne valait rien? Bizarre, maintenant c'est vu comme un De Vinci, les gens pleurent, elle achète des millions alors qu'elle aurait pu pourrir dans un grenier. Le marché de l'art, clairement, c'est pas génial. On s'adresse plus seulement à des vrais passionnés, mais à des gens qui se font leur notoriété sur l'achat d'une autre notoriété. Si vous en avez déjà entendu peut-être parler, Banksy a récemment fait exprès de faire s'auto-détruire sa toile juste après qu'elle soit vendue, sûrement pour se moquer et dénoncer le fait que tout le monde s'arrache son œuvre juste parce qu'il y a son nom dessus. Et vous savez quoi ? Sa valeur a grimpé parce que l'événement a fait le tour des médias et a prouvé l'action subversive de l'artiste. Ironie quand tu nous tiens. Des tableaux valaient des millions il y a 4 ans et ne valent absolument plus rien aujourd'hui, comme une voiture à la mode qu'on s'achète. Et c'est ce que Jeff Koons a parfaitement compris. Le mec, c'est pas un artiste, mais un chef d'entreprise. Ce sont des gens qui réalisent ces œuvres et qui ont l'air de plastique, mais qui en fait sont faites de marbre et de porcelaine, dans un style parfaitement kitsch qui ravit les milliardaires. Et puis bon, pourquoi pas s'exposer avec une ex-actrice porno dans une exposition pour faire un peu de scandale en mettant une limite d'âge à l'entrée, ou alors faire une collaboration avec Louis Vuitton pour réaliser des produits vraiment pas originaux, voire moches, mais très chers. Tout autour de Jeff Koons se dresse l'argent et le scandale. Ses œuvres sont devenues très rapidement les plus chères vendues. Il en a fait même des produits dérivés, il est l'une des personnes les plus influentes de l'art contemporain, et il lui suffit de réaliser des tulipes pour faire scandale. Si vous aimez Koons, ne vous sentez pas agressé, mais personnellement, Koons n'est pas mon ami, car pour moi, il ne correspond pas à ma vision de l'art, et ne fait que surfer sur le marché. Ça fait du bien. J'espère avoir réussi à expliquer à peu près la question épineuse et complexe de l'art contemporain. J'ai très loin d'avoir abordé tous les problèmes que cela pose, notamment le fait que par manque de recul, on ne sait pas vraiment ce qui va marquer ou pas dans le futur. Mais pour vous dire que oui, l'art contemporain peut être très snob, très cher et très incompréhensible, mais il n'est pas que ça et que vous pourriez tomber sur des œuvres d'art contemporain qui vous plaisent car elles sont bien faites et vous parlent. Moi j'aime l'hyperréalisme car le travail derrière et l'efficacité de son message me plaît. Ça pourrait être aussi des graffitis, des installations rigolotes, des illuminations, bref, beaucoup de choses. Alors je sais que ça donne pas envie tout ça, mais laissez une seconde chance aux contemporains. Je suis la première à ne pas aimer les trois quarts car ça ne me parle pas, mais respectez les gens qui l'aiment, et eux respectez les gens qui ne l'aiment pas, et si vous ne l'aimez pas, croyez-moi, il pourrait y avoir des petites pépites qui pourraient vous plaire, mais il faut juste tomber dessus. Voilà, donc j'espère que cette dernière vidéo de l'année vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager. Ça a été une vidéo qui a été assez compliquée à écrire parce qu'il fallait vraiment que je résume la chose alors que c'est une chose qui est discutable et beaucoup de gens débattent autour de ce sujet. Évidemment, si vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à en discuter entre vous, ça pourrait être très intéressant. Pour ce qui est de l'année prochaine, il y aura peut-être des petits changements sur la chaîne puisque je vais avoir une année assez chargée, notamment par un stage que je dois faire pendant plusieurs mois et qui va être assez éprouvant, notamment parce que je dois aussi faire un mémoire. Donc je ne sais pas encore si je vais avoir le temps de faire des vidéos tous les mois, peut-être que ce sera tous les 2 mois. Je ne sais pas encore, ça dépendra de mon humeur et de mon envie, mais c'est possible que ça soit comme ça, en tout cas je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. En attendant, passez de très bonnes fêtes, j'espère en tout cas que vous serez entourés, si ce n'est pas je vous envoie tout mon soutien. Et puis comme j'aime les blagues beaufs, je vous dis à l'année prochaine. Bref.